Donc, bienvenue à ce jeudi d'Onco-Occitanie, donc ce rendez-vous des soins oncologiques de support. Cette 29e session sera consacrée à la place des aidants et des proches. Je vais laisser la parole à notre modératrice Christine de Préau-Bersico, que je présente rapidement, donc, qui est infirmière coordonnatrice au service de SMR Oncologie de la clinique du Pont de Chaume à Montauban et qui est également correspondante régionale de l'Association française des soins oncologiques de support. Christine, c'est à toi. Merci Maëva. Donc, après cette introduction, effectivement, notre jeudi de l'Onco-Occitanie d'aujourd'hui, place des aidants et des proches, il va y avoir deux interventions de professionnels, donc deux interventions de 20 minutes qui vont être suivies d'un quart d'heure d'échange avec vous et on réouvrira les micros au besoin à ce moment-là. Et on utilisera aussi si vous avez laissé quelques questions ou commentaires dans la conversation. Donc, la première intervention, c'est Stéphanie Davy, qui est cadre supérieur de santé à l'ICM, principalement dans le département de soins support, et qui est aussi responsable, elle nous l'expliquera plus particulièrement, en transversal de groupes patients partenaires, aidants et référents handicap. Donc, il va aborder les aidants dans le parcours de soins du patient, donc donner leur exemple au sein de l'ICM à Montpellier. Et ensuite, nous enchaînerons sur la présentation de Luc Talmonti, qui lui est le créateur de la délégation régionale d'une association qui est nationale et qui existe depuis relativement longtemps, l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Et lui, il est basé à Toulouse, Midi-Pyrénées. Voilà, et nous finirons bien sûr par des échanges. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous souhaite un bon webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Davy, je suis cadre supérieur de santé à l'ICM, à Val d'Orel. Moi, je vais vous parler les aidants dans les parcours de soins au sein de l'ICM. Donc, en fait, ce qui est important tout d'abord, c'est de redéfinir qu'est-ce qu'un aidant aujourd'hui. Parce que au sein du groupe de travail, on s'est rendu compte que l'aidant n'avait pas la même signification pour tous. Donc, nous, on l'a défini en fonction aussi de l'HAS, que les aidants, c'est soit naturel, soit informel. C'est des personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Et ce qui est important aussi, c'est que l'aide régulière, elle peut être prodiguée soit de façon permanente, soit de manière un petit peu aléatoire ou discontinue dans la journée. De là, alors attendez, ça ne veut pas passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Ça y est. Donc, on a de la même manière défini les 4 profils d'aidants. Donc, l'aidant unique qui va être vraiment le seul qui va aider la personne malade. On a plutôt ensuite l'aidant principal qui va aider la personne, mais qui a quand même certaines personnes de son entourage. Le troisième aspect, c'est l'aidant secondaire, qui peut être là, mais qui ne va pas venir de façon... il va intervenir de manière régulière, mais il peut avoir d'autres personnes. Et vraiment l'aidant occasionnel, qui lui aide rarement la personne malade. Donc ça, c'est important parce que toutes les personnes peuvent s'identifier à différents niveaux. Décidément, ça ne veut pas. Donc, par rapport au profil des aidants, donc, on a identifié, donc ça, c'était vraiment une enquête qui date, hein, mais bon, qui nous semble quand même important, le rôle de ces différents aidants et sur ce qu'ils faisaient. Donc, on voit quand même qu'il y a vraiment les aidants uniques là qui sont quand même très, très importants. Et vous voyez ensuite ce qu'ils aident, si c'est les conjoints, leur père ou mère, mais on voit quand même que c'est la famille quand même proche à chaque fois.
alors que sur les aidants secondaires, on peut avoir une amie, le frère ou la sœur, mais ça reste quand même dans le cercle proche familial. Donc, nous, au niveau de l'ICM, ce qui nous semble important, c'est que l'aidant, il est essentiel, mais aussi il a un rôle multiple. Il va falloir en fait voir ce que lui veut faire dans le parcours de soins, mais il va falloir aider à ce qu'il y ait une reconnaissance et un accompagnement. Parce que si on arrive à mieux aider les aidants, on peut aussi mieux soigner les patients en suivant. Et il faut, l'idée est de reconnaître l'aidant comme partenaire de soins à part entière dans le parcours du patient. Ce qu'on souhaite aussi, c'est impliquer les aidants dans les décisions thérapeutiques, avec évidemment l'accord du patient. Le patient reste toujours au cœur de notre prise en charge. Pour autant, on se rend compte que c'est important de communiquer, d'inclure les aidants dès le départ du parcours de soins du patient. Et on va aussi être capable d'adapter les soins et le soutien en fonction du binôme patient-aidant. Et ce qui est important aussi, il y a toute une partie qui nous semble importante, c'est vraiment les actes de prévention, parce que si on ne prévient pas, on se rend compte que c'est très difficile après d'arriver et quand l'aidant va déjà être épuisé. Donc, on a vraiment identifié les missions de l'aidant sur la partie soutien moral et psychologique, l'aide dans les soins quotidiens. Donc là, c'est ce qu'on avait revu tout à l'heure. Il y a tout ce qui est partie gestion administrative et la coordination médicale, le suivi de tout ce qui est traitement et les rendez-vous médicaux, et une grosse partie de communication avec les soignants, parce que ce qui est important aussi, c'est comment le message passé par les soignants aux patients est reçu et compris. On se rend compte qu'entre le discours médical et ensuite le discours auprès des paramédicaux, le patient, en fonction de sa situation, va recevoir d'une certaine manière le discours, il va comprendre certaines choses et d'autres non. L'aidant va recevoir les informations d'une autre manière, et ce qui va être important, c'est d'être sûr de la réception du message. Donc, par rapport à ça, ce qui nous semble important, je vous l'ai dit, c'est d'intégrer dès le début du parcours de soins. Ça veut dire dès l'annonce du diagnostic, puisqu'à ce moment-là, on sait très bien que le patient va être dans un état de sidération, et de ce fait, il va comprendre le début du message et tout le reste de la discussion, il ne va pas forcément l'entendre. Donc, pareil, intégrer l'aidant dans la participation aux consultations, avec évidemment l'accord du patient encore une fois, et il peut être le lien entre les patients et les professionnels de santé. Et enfin, quand le patient retourne à la maison, là aussi, il y a un rôle central dans la continuité des soins avec les infirmières libérales, avec le médecin traitant, en fonction de comment se sent le patient, lui, il peut faire ce lien. Donc, le rôle pour nous des professionnels de santé vis-à-vis des aidants, évidemment, c'est de les informer, mais aussi les écouter, parce que le patient, dans ce qu'il nous dit, et l'aidant à domicile, on sait très bien que les messages ne sont pas les mêmes. On va aussi les orienter s'il a besoin d'aide ou s'il a besoin de soutien par rapport à des associations ou autres. Et donc, nous, dans tous nos parcours de soins, on souhaite que les aidants soient intégrés. Et aussi, donc je reviens au message de prévention, c'est identifier les signes d'épuisement. C'est-à-dire que comment ça se passe à la maison, est-ce que la personne est fatiguée, est-ce que la personne arrive à dormir, est-ce qu'elle arrive à souffler. Et du coup, l'encourager aussi à avoir accès aux formations ou à des groupes de parole pour éviter qu'il reste seul dans son coin et sans capacité à avoir aussi des relais. Donc, au niveau de l'ICM, alors j'ai oublié de le préciser pour ceux qui ne le savent pas, l'ICM, c'est l'Institut de cancérologie de Montpellier. Donc, on est référent en cancérologie sur toute la région Occitanie.
donc région Occitanie, qui va de Perpignan jusque l'Aveyron, la Lozère, donc c'est assez large. Donc il y a un accompagnement qui est important par le service social, puisque les assistantes sociales sont à la disposition des proches des patients, mais sont là aussi pour aider les aidants. Donc, en fait, c'est surtout leur faire prendre conscience qu'il y a quand même des dispositifs pour les aidants, à savoir, il y a le congé proche aidant, il y a le congé de solidarité famille, et puis, en fait, donc les orienter vers différents sites qui leur permettent d'avoir aussi des moments où ils peuvent toucher des indemnités. Donc ça arrive aussi. Et comment faciliter le retour à domicile, c'est-à-dire mettre en place des aides à domicile pour qu'ils ne soient pas tout seuls à tout gérer. On a également un accompagnement par l'équipe de psychologues qui propose également aux proches et des aidants des consultations. Donc les consultations, évidemment, en première intention aux patients, mais une première consultation peut avoir lieu au sein de l'ICM et après, on va orienter vers le réseau. Mais ça permet déjà d'identifier le besoin de l'aidant. Donc, soit ça peut être ponctuel ou soit régulier, le temps que la personne arrive à prendre un relais à l'extérieur. Donc, on a aussi également dans tout l'espace des consultations un espace d'écoute et de parole. Donc, on sait très bien qu'au niveau des consultations, quand le patient est accueilli par le médecin, il y a un temps où il va attendre et c'est ce temps où on a un espace d'écoute où il y a des associations également et les gens peuvent échanger entre eux. Et on sait très bien que ce qui est difficile, c'est de rester seul dans son coin et d'échanger avec d'autres personnes dans d'autres situations. Ça peut permettre de trouver des solutions à différentes problématiques. Donc, ce qui est aussi important au sein de l'ICM, c'est qu'on a créé un salon des familles. Donc, le salon des familles, c'est des espaces qui sont mis à disposition dans tous les services de soins des familles. C'est-à-dire que souvent, dans les établissements de santé, on a les chambres des malades, mais les familles, soit attendent dans les couloirs, soit elles sont entre deux portes. Là, il y a un salon où vous avez un canapé, un micro-ondes, un frigo. Et elles peuvent se poser un petit peu, sortir un peu des chambres. Et puis, elles peuvent aussi échanger encore une fois entre elles. Et c'est vraiment ces salons sont vraiment très appréciés par les familles et les aidants. De la même manière que les aidants, en fait, on a des lits picots, hein, mais il est tout à fait possible chez nous que les aidants restent la nuit s'ils le souhaitent pour accompagner leurs proches et sans que ça entraîne des frais supplémentaires. Et ça, c'est important, comme je vous le disais, comme on est centre régional, les patients, donc les aidants habitent loin et des fois à plus de 2 heures de route. Donc, c'est vrai qu'ils ne vont pas faire l'aller-retour sur une seule journée. Donc, la possibilité de rester en chambre est intéressante pour elles. Et évidemment, dans l'unité de soins palliatifs, l'aidant est pris en compte dès le départ de nos prises en charge. Et souvent, quand on accueille le patient, on demande au patient de nous désigner soit des proches, soit l'aidant dès le début pour que tout le monde ait le même niveau d'information et surtout que le projet thérapeutique qui sera choisi soit fait en toute transparence. Donc là, si vous voulez, je vous ai mis des photos sur votre gauche. C'est l'espace d'échange et d'écoute. Donc, en fait, on a des flyers un peu de toutes les associations possibles. Et là, vous avez un petit local où voilà, ils peuvent discuter, échanger entre eux. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi, quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'on a monté des ateliers thérapeutiques, ce qu'on appelle le projet danse, depuis septembre. Et ce projet danse, il est ouvert aux patients, aux aidants et aux
salariés. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu ces échanges où le patient va travailler un peu toute son image corporelle, mais avec aussi l'intérêt de recréer du lien au sein du couple ou au sein de la famille, mais en tout cas d'avoir des ondes un petit peu positives où on partage un moment entre nous et les salariés aussi peuvent y participer et c'est une parenthèse dans la maladie. Ça dure 1 heure et demie toutes les semaines, mais ces temps d'atelier sont vraiment très, très appréciés. Donc là, je vous ai mis quelques verbatim, hein, sans les reprendre complètement, mais c'est des verbatim des patientes qui participent à cet atelier danse. Et en fait, c'est vraiment quand vous êtes atteint d'un cancer et que il y a tout qui va être perturbé, on va dire. Et du coup, là, c'est vraiment de se réapproprier son corps de manière positive et tout en douceur. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous faire partager ces quelques verbatim. Et hop là, on va y arriver. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est là, on a rédigé une charte pour les droits et les devoirs des aidants. En lien avec la commission des usagers, parce que c'est important aussi bien pour les professionnels que les aidants de savoir où est-ce qu'on va. Donc pour nous, ce qui était bien, c'est quels sont les droits. Donc les droits à l'information, participer, je vous l'ai dit, au parcours de soins, mais le soutien pour les aidants et aussi le droit au répit de l'aidant. Pour autant, les aidants, il faut qu'ils connaissent aussi les règles de fonctionnement de l'établissement. Il faut que la collaboration, elle soit en partenariat. Et ça, c'est important parce que, évidemment, qu'en priorité, on va respecter la volonté du patient. Et si le patient nous dit que lui, il ne souhaite pas intégrer l'aidant, on va le respecter. Mais pour autant, ce qui est important, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information. Et que demain, ce qu'on souhaite travailler, c'est le parcours de l'aidant en fait au sein de l'ICM même. Et aujourd'hui, on a déjà créé des ateliers ETP, donc éducation thérapeutique. Et là aussi, il y a les patients, mais il y a aussi les aidants qui participent à ces ateliers, parce que les ateliers thérapeutiques, ils peuvent être sur l'hormonothérapie, sur l'image corporelle, sur la prise de traitement, et que il faut que les deux personnes, encore une fois, on a aussi sur la nutrition, et du coup, on sait très bien que c'est plus facile à deux d'avoir une dynamique quand le patient il a une baisse de morale, et l'aidant va pouvoir prendre le relais et surtout il aura eu les informations pour le soutenir. Et ce qu'on aimerait développer aussi, c'est les conférences et débats, justement, pour avoir un petit peu ces échanges. Là aussi, c'est très enrichissant de partager chacun son vécu avec d'autres personnes. Là encore, pour éviter, en fait, que les personnes se sentent seules chez eux et avoir du soutien et créer un petit peu un réseau. Ça nous semble important. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous dire aujourd'hui et puis je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup Stéphanie. On va passer à la présentation de Luc Talmontis. Voilà, en quelques mots, je voudrais remercier l'Onco-Occitanie de m'inviter à cette présentation. Comme ça a été dit précédemment, je suis Luc Talmontis, je suis le responsable régional de l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Et je vais vous présenter un petit peu ce que notre association propose et ce que nous proposons, comme notre nom l'indique,
nous proposons pour aider la recherche médicale et ce que nous proposons aussi aux patients, aux familles et aux aidants. Alors, partant du constat que tous les soins de cancer n'étaient pas adaptables aux tumeurs cérébrales, euh, nous nous sommes fixés deux missions. C'est de soutenir la recherche médicale dans le domaine des tumeurs cérébrales tout en faisant en sorte que les traitements qui sont proposés, les traitements qui sont en cours de recherche, puissent être développés et apporter le meilleur traitement aux patients lors de leur parcours de soins. Nous nous sommes fixés aussi une autre mission, c'est d'apporter un soutien moral et psychologique aux patients pendant leur parcours de soins, que ce soit autant lors de leur hospitalisation dans les différents établissements de soins toulousains ou que ce soit à leur domicile. Donc, alors, pour cela, si vous voulez bien passer la diapo suivante, pour cela, nous intervenons 3 jours par semaine au sein de l'IUCT Oncopole de Toulouse et en relation avec le service de neuro-oncologie et à la demande du service de neurochirurgie du CHU de Toulouse. Bien entendu, tant que le diagnostic n'est pas posé sur le patient, nous ne pouvons pas intervenir au service de neurochirurgie. Nous intervenons auprès des patients et des aidants, bien sûr, qu'après le diagnostic. Donc, nous sommes une association qui est reconnue parmi les associations partenaires et nous proposons aux patients ainsi qu'aux accompagnants différentes possibilités par des échanges, des informations, des orientations vers les spécialistes, que ce soit tout ce qui est services sociaux, vers les ergothérapeutes, les psychologues et les rééducateurs qui sont au sein d'établissements. En fait, nous avons une action qui est très concrète d'accompagnement et de soutien moral et nous sommes donc en contact direct avec les patients et les proches pour les accompagner, les orienter et les informer pendant leur hospitalisation. Alors, comment se déroulent les différents échanges et les différentes rencontres? Comme je le disais précédemment, nous sommes 3 jours par semaine à l'IUCT Oncopole et nous avons, par convention, nous avons l'autorisation de l'établissement de visiter les patients que nous rencontrons lors de leur traitement, soit en hôpital de jour, soit en hospitalisation longue durée, lorsque les cas sont un petit peu plus compliqués. Et lors de ces rencontres, nous en profitons pour échanger aussi avec les proches qui sont bien souvent présents. Euh, alors, soit nous les rencontrons directement dans leur chambre, soit nous avons un local qui nous est dédié et qui nous permet d'accueillir dans ce local spécifique les patients lorsqu'ils sont en état de sortir de leur chambre et où les familles pour pouvoir un petit peu échanger avec eux et à leur apporter ce soutien moral tellement important. La suivante, s'il vous plaît. Alors, il est important, comme ça a été dit un petit peu précédemment, de faire la différence entre les proches et les aidants. Les proches sont en général sont des familles, sont des amis, sont des collègues qui sont très proches du patient et qui sont là de manière occasionnelle, je dirais, alors que l'aidant, lui, est un proche qui est en permanence proche du patient et qui l'aide régulièrement. Donc, on constate que, bien sûr, tous les proches ne sont pas des aidants, même, comme je le dis, si la limite entre les deux est très étroite. Le patient, lui, est porteur de la maladie, mais l'aidant, le proche, lui, bien souvent, se met en retrait par rapport à la maladie du patient et du coup peut être oublié. Donc, il est important de reconnaître cette différence qui est essentielle et
d'apporter aussi à l'aidant tout le soutien dont il peut avoir besoin et qui est nécessaire dans le soutien en permanence pendant le parcours de soins. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quel est le rôle central au quotidien du proche ou de l'aidant lorsqu'il accompagne le malade, au-delà du soutien qui est affectif, bien sûr, et l'aidant est un pilier du maintien à domicile et c'est un soutien multiple. En effet, l'aidant qui gère beaucoup de choses dans la vie du patient et peut avoir différents types de soutien. En fait, c'est un soutien pratique il est là tous les jours et il aide au déplacement et à la prise des traitements dans l'organisation quotidienne. C'est un soutien émotionnel parce que par sa présence, c'est une écoute attentive. Il partage toutes les angoisses et les soucis du patient et c'est aussi une présence rassurante. C'est un soutien relationnel parce que l'aidant est un lien important du patient avec le lien social. C'est aussi un, un, un soutien et un relais avec les équipes médicales parce qu'il est là pour informer les services médicaux des différents constats que peut avoir au quotidien le patient et l'aidant. Est-ce que je peux avoir la suivante, s'il vous plaît? Donc, je le disais, la collaboration avec les soignants. Les aidants sont associés, bien sûr, si le patient est d'accord et s'il le souhaite, aux décisions de soins. Comme c'est un acteur important de la vie quotidienne du patient, et il peut apporter les informations qui sont nécessaires au milieu médical. Il sert de médiateur entre les professionnels de santé, je viens de le dire un petit peu, et leur observation quotidienne aide à repérer les différents problèmes, les effets secondaires des traitements, l'état dans lequel se trouve le patient, et il peut servir donc d'alerte auprès du milieu médical pour informer des différents signes qu'il peut constater pendant la maladie. La suivante, s'il vous plaît. Alors, l'aidant est bien entendu, par sa présence permanente, supporte une charge physique, psychologique et émotionnelle très importante, que ce soit de la fatigue, du stress, et puis il faut faire très attention aussi à l'isolement que l'aidant peut se provoquer lui-même en s'écartant, ce que je disais au début, et à l'isolement tout simplement parce que la peur de l'aidant, la peur de voir le malade se dégrader peut faire reculer l'aidant. Le plan cancer, d'ailleurs, et d'autres structures comme contre le cancer reconnaissent aujourd'hui le rôle et l'importance de l'aidant. Et donc, les aidants et leurs proches sont eux-mêmes considérés comme des bénéficiaires des soins de support. Ces soins de support qui sont soit des groupes de parole, des aides psychologiques, des périodes de répit. Il existe des périodes d'hospitalisation, de répit pour apporter un bien-être à l'aidant et l'accompagnement social. Donc, comme je le disais précédemment aussi, l'aidant est un acteur essentiel de l'accompagnement et, un interlocuteur privilégié des soignants, mais il a besoin aussi d'être reconnu et d'être soutenu et protégé. Pour cela, diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui nous concerne, nous proposons différentes solutions qui sont des soins de support
et les soins de support étant des soins complémentaires aux soins médicaux, tels que la psychologie, la nutrition, la rééducation, et tous ces soins de support ont un but important, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Nous proposons aussi des soins complémentaires qui sont en dehors des recommandations de l'INCa, comme la socio-esthétique, la sophrologie et la réflexologie, qui sont toujours aussi prévus pour l'amélioration des conditions de vie des patients et bien entendu des aidants, parce que nous proposons toutes ces possibilités aussi aux aidants. Donc, nous participons financièrement à différents soins, avec diapo suivante, s'il vous plaît. Et c'est là que nous voyons que le rôle et le besoin des aidants, l'aidant n'est pas seulement un témoin de la maladie, c'est un acteur important, silencieux, courageux et indispensable. Donc, il est très important d'être proche des aidants, de les écouter, de les accompagner dans les besoins qu'ils expriment et de les reconnaître comme partenaires du parcours de soins, je l'ai dit aussi précédemment, et il est très important de reconnaître le rôle de l'aidant, de reconnaître son rôle auprès des patients. La suivante, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, comme nous sommes présents 3 jours par semaine à l'Oncopole, ce que nous proposons, c'est par nos visites et nos présences, un soutien moral, humain et personnel adapté à chaque patient et à chaque aidant. Nous organisons des réunions d'information aussi pour les... nous avons organisé différents colloques avec des médecins intervenants qui pouvaient informer les participants des différentes avancées de la recherche médicale, qui pouvaient aussi informer des différentes possibilités qui sont proposées aux aidants et aux patients. Nous proposons des groupes d'échange patients proches séparés, parce que lorsque nous organisons ces groupes de parole, au début, ils sont mixtes, patients proches, et au bout d'un certain temps, nous aimons séparer, entre guillemets, les patients et les proches, car lors des différents échanges, une fois que les patients et les proches sont séparés, les questions et les réponses, bien entendu, peuvent être différentes, et puis il est important que chacun puisse s'exprimer comme il le souhaite, comme il l'entend, au moment voulu. Nous participons aussi à l'orientation vers les soins de support que j'évoquais tout à l'heure, et nous espérons, avec l'infirmière coordinatrice de neuro-oncologie, de proposer bientôt des ateliers pratiques. Alors, dans l'espace associatif que nous occupons lors de nos présences, nous organisons différents rencontres et qui nous permettent d'échanger avec les aidants, de nous rendre compte de leurs difficultés, de leurs besoins, et cela nous permet de les orienter vers différents soins de support et de leur proposer ces différents ateliers qui sont importants pour eux. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques exemples de soutien, des soutiens et d'intervention à domicile, parce que je pense qu'il y a une diapo qui a dû passer, non? En fait, ouais, voilà. Comment dire, nous intervenons, les établissements de soins sont pourvus de tous les différents soins de support, qui sont proposés aux patients, qui sont proposés aux accompagnants, et nous nous rendons compte que lorsqu'ils sont à domicile, autant les patients que les aidants, cela devient un petit peu plus compliqué pour eux pour obtenir ces aides qui sont nécessaires à
à leur vie quotidienne et puis surtout au parcours de soins du patient. Nous intervenons donc à domicile et pour continuer les, les, les aides morales que nous faisons à l'Oncopole. Nous continuons aussi l'orientation vers les réseaux locaux, tels que les ergothérapeutes, les psychologues, et puis avec les soins complémentaires, la socio-esthétique, les kinés, la sophrologue et les réflexologues. Et nous apportons un soutien logistique et pratique parce que nous pouvons financer, diapo suivante aussi, des aides financières pour une adaptation du domicile, comme les travaux d'accès à la toilette, par exemple, des bonnes personnes. Nous avons participé à des frais d'obsèques. Nous avons participé aussi à des logements d'urgence car il nous arrive de rencontrer des situations sociales compliquées lorsque par exemple, une patiente est maltraitée par son conjoint. Nous avons participé à des aides de déplacement de patients ou de familles qui étaient en situation précaire. Et puis, les soins complémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la diapo suivante. Donc, bien sûr, la RTC et la recherche, alors notre nom l'indique, nous participons au financement de la recherche et d'essais cliniques qui sont proposés par les équipes de recherche locales afin d'amener le meilleur traitement aux patients et de participer à l'amélioration des conditions de vie. Pour cela, comme toutes les associations, nous collectons des fonds par de différents moyens traditionnels des associations et puis par l'organisation d'événements culturels ou ludiques. Excusez-moi, j'ai un problème sur mon PC et du coup, je ne vois plus mon... Et chaque soutien contribue directement à l'amélioration des conditions de vie des patients, de leurs proches et des aidants. Et nous avons un partenariat avec les équipes médicales, c'est-à-dire que nous servons de lien des fois parce que nous constatons, autant que les aidants que les patients, n'osent pas des fois faire remonter certaines informations au milieu médical. Et nous servons de lien, si je puis dire, entre les aidants, les patients et le milieu médical et les équipes de neuro-oncologie de l'Oncopole. Ceci dit, c'est valable dans les deux sens. Enfin voilà, en résumé, nos différentes missions, c'est la recherche médicale, l'accompagnement, le soutien moral et psychologique aux patients, aux proches et aux aidants, et l'amélioration des conditions de vie. En conclusion, nous sommes une petite structure qui est à la fois un acteur de recherche, une petite structure mais dynamique et un soutien humain pour les aidants. Nous accompagnons les patients, leurs proches, les aidants, pour essayer d'avancer ensemble vers plus d'espoir et de qualité de vie. Merci de votre attention. Merci, c'était très clair. Merci beaucoup, Luc. C'est vrai que la présentation, finalement, s'est quand même retrouvée compréhensible et dans les temps pour chacun. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques questions pendant ce temps-là sur le chat écrit du webinaire. Et effectivement, ça rejoint aussi une des questions que j'avais envie de poser à chacun d'entre eux, c'est-à-dire concrètement la collaboration avec les équipes. Est-ce que vous, que ce soit du côté de DCM ou vous, Luc Dalmonti, avec votre association et du coup vos autres collègues
bénévole de l'association de l'ARCT. Est-ce que vous participez aux transmissions des paramédicaux? Est-ce que vous êtes invité dans les staffs? Voilà. Comment se fait la collaboration concrètement? Est-ce que c'est juste un mail et on vous dit telle personne, telle chambre, telle pathologie? Alors, vous m'entendez toujours parce que ça a Mm. bougé sur. Alors, nous ne participerons pas, pardon, aux, aux réunions de transmission, tout simplement pour la bonne raison, je pense qu'il y a le côté confidentiel médical qui fait que nous ne sommes pas invités, à ce type de réunion. Et personnellement, je trouve que c'est assez normal. Après, nous avons quand même, alors nous sommes tenus par la confidentialité, par la convention que nous avons, nous sommes tenus à la confidentialité. Nous avons des informations sur la présence de tel ou tel patient que nous sommes à même de visiter et pour lesquels nous avons les informations concernant, j'ai envie de dire, les informations principales. C'est tel type de tumeur, c'est telle situation. Donc ça, c'est plutôt par les équipes de neuro-oncologie. Et avec l'accord des cadres des différents services, nous pouvons aller visiter les patients directement dans leur chambre, si tel est leur désir, et s'ils nous acceptent, bien entendu. Mais pas de présence lors des passations entre les différents services médicaux. Et chez vous à l'ICM, Madame Davy? Pardon. Donc nous, si vous voulez, donc pas non plus au niveau des transmissions, c'est plus on va vraiment se centrer sur l'accueil du patient. Donc que ce soit sur le plateau ambulatoire des soins de support ou l'accueil du patient sur l'unité de soins palliatifs, on va être très attentif à accueillir le patient et les proches en même temps par l'équipe pluridisciplinaire, donc le médecin, l'infirmière et l'aide-soignant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, pour définir le projet thérapeutique du patient, mais toujours en privilégiant évidemment ce que souhaite le patient. On lui demande si lui, il souhaite que l'aidant ou le proche soit présent ou pas. Et est-ce qu'il souhaite que les informations le concernant soient divulguées? Là encore, comme vous parlez des transmissions, en effet, on est soumis au secret médical. Donc, on va, dans tous les cas, respecter la volonté du patient. Pour autant, si au long de la prise en charge ou si nous avons des informations à divulguer, on va toujours demander au patient s'il souhaite que le proche ou l'aidant soit présent. Parce qu'on sait très bien qu'on annonce encore une fois des diagnostics favorables ou défavorables et que derrière, le patient aura besoin d'en reparler et qu'on ne sera pas forcément présent. Et du coup, c'est important pour nous qu'il y ait ce relais, puisque l'aidant, il va discuter avec le patient et que l'aidant peut par contre revenir vers nous en disant « Attention, je ne le sens pas bien, là je sens qu'il est angoissé, qu'il est stressé ». Donc pour nous, ça va être un acteur dans le parcours de soins du patient et c'est un maillon de la chaîne qui est aussi important que l'ensemble des personnes. Donc voilà, et l'aidant, on va dire que l'aidant est présent, comme je vous l'ai dit au début, mais soit de manière aléatoire, soit de manière permanente, alors que nous, professionnels de santé, on intervient à certains moments de la prise en charge, mais on n'est pas tout le temps là. Et donc, chacun a sa place. C'est pas une place privilégiée ou l'autre, c'est que tout le monde a un rôle à jouer et que je pense que c'est important pour le patient. Effectivement. Après, c'est vrai que dans la vraie vie, j'ai envie de dire, suivant aussi, comme l'a stipulé tout à l'heure Luc Dalmonti, que la personne est ou en hôpital de jour
où là, le temps est aussi plus restreint, ou en hospitalisation complète, c'est pas forcément la même réalité. Et ça rejoint un petit peu une question qu'a posée Fanny Taillefer, et qui s'adressait autant à l'un qu'à l'autre, à vous deux, de savoir quels peuvent être encore les freins ou les obstacles concernant la prise en compte des aidants. Euh, Moi, je ne le vois pas dans la vraie vie. Enfin, là, maintenant, je suis en SMR, c'est l'hôpital de jour. Et bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore intégré, même si nous l'intégrons dans le projet de la personne, etc., et dans sa prise en charge individuelle, mais pas de façon formalisée au sein de la structure, j'ai envie de dire. Ben, je pense qu'un des freins, j'ai envie de dire, c'est le temps. Parce que la temporalité pour l'aidant d'être disponible en même temps que nous, soignants, que le médecin va faire l'annonce, ça aussi, c'est une contrainte. Hein. On n'est pas dupe non plus. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui est, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, à travailler en amont. C'est-à-dire que quand nous, on sait dès la consultation ou autre qu'on va faire des annonces, on prévient en amont la personne de venir accompagner, en fait. Et je pense qu'on peut vraiment travailler cela, c'est vraiment anticiper les prises en charge, anticiper les moments où on va faire des annonces où le patient ne soit pas seul. Alors, j'entends, hein, mais on ne vit pas non plus dans un monde idéal, mais on essaye de s'adapter, on essaye de prendre les contraintes parce que sur le plateau des soins de support, on travaille évidemment beaucoup avec la ville, hein, on coordonne aussi avec la ville, et que, encore une fois, c'est l'anticipation qui permet, on fait en sorte que l'aidant soit disponible. Et je pense que c'est tout le travail qu'on essaye d'anticiper. Et de la même manière, la coordination quand on va appeler à domicile, et ben, de savoir comment ça se passe à la maison, que ce soit au travers des psychos, des assistants sociales, de tout le monde, on est vigilant à comment ça se passe à la maison. On n'est pas dupe, hein, il n'y a pas que l'hospitalisation. Donc ça, c'est important d'entendre les contraintes du domicile. Et aussi sur le plateau des soins de support, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi la chance d'avoir une accompagnatrice en santé qui est patient partenaire et avec qui le proche ou l'aidant va rester le temps qu'on s'occupe du patient. Et en fait, elle va glaner beaucoup d'informations sur comment ça se passe à la maison. Et que du coup, là aussi, c'est une autre oreille, l'aidant ne va pas dire la même chose, on le sait, aux médecins, aux paramédicaux ou à quelqu'un qui est aussi patient partenaire. Et donc, en fait, c'est ces différentes approches qui permettent d'essayer d'avoir toutes les informations pour savoir comment ça se passe vraiment et que le patient aussi arrive à se livrer. Parce qu'on sait très bien qu'on sera plus efficace si on a toutes les informations. Et là encore, je reviens à ce qu'on disait, mais nous, on essaye vraiment d'anticiper. Voilà, je pense que si j'ai répondu à votre question. Oui. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Luc Dalmonti, par rapport à ça? Parce que j'aurais encore une autre question, mais il est 55, donc il faut qu'on presse un peu. Et il y a aussi d'autres interrogations importantes. Je vais essayer d'être... Non, je voulais juste rajouter par rapport à votre question, c'est que nous, en tant que bénévoles, bien entendu, nous avons une position, bien sûr, on parle de confidentialité, mais une position de discrétion. Et donc, lors de nos interventions, lorsque nous entrons dans le domaine au sens propre du terme, c'est-à-dire dans la chambre du patient, si l'aidant est présent, c'est à nous de juger, et nous avons une petite formation pour cela, de voir s'il est s'il convient de proposer à l'aidant de venir avec nous, de l'écarter de la chambre du patient pour lui proposer un petit moment de souffle et de répit en étant seul avec nous et donc
le partage et l'échange de l'aidant se fait à ce moment-là. Il est toujours bien entendu difficile de parler de choses difficiles, voire définitives en présence du patient. Donc voilà, nous proposons de sortir, entre guillemets, l'aidant de la chambre. D'accord. Je vais sauter sur le mot répit parce que ça fait partie effectivement des interrogations aussi qu'on se pose tous quand on veut pouvoir orienter aussi, même parfois quand nos propres patients sont déjà eux-mêmes, avant d'être atteints par la maladie, des aidants de leurs proches. Et là, on doit redoubler de vigilance par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il existe en Occitanie comme solution de répit? Je cite quelques questions qui étaient dans le chat. Quel lien avec la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants au niveau de ce parcours et qui fait le lien aussi un petit peu avec ça parce que ça va aider aussi à avoir et du soutien et du répit et des réponses et des choses concrètes. Quel lien avec entre vous, votre association, Luc et l'IDAC? Est-ce que vous êtes reconnu aussi par les dispositifs d'appui à la coordination que sont les DAC au niveau territorial? Voilà, ça fait 3 questions en une pour 3 minutes. Luc, je vais me permettre de répondre C'est juste vrai. sur l'hospitalisation. Donc, Oui. le répit, on peut accueillir le patient, en effet, en hospitalisation de répit pour l'aidant. Hein, mais on va pas hospitaliser je vais répondre très l'aidant. rapidement sur Oui. Non, je vous en prie, allez-y. Donc, en fait, donc nous, c'est plutôt le patient qu'on va hospitaliser. Pour autant, c'est pas l'aidant qu'on va hospitaliser. D'accord? Mais on va être attentif. Donc, on a aussi la chance d'avoir des infirmières coordinatrices qui appellent aussi à la maison pour savoir comment ça se passe. Et voilà, elles vont nous dire un peu comment ça se passe. Et mais ça peut nous arriver, oui, de faire ces hospitalisations de patients à la demande de l'aidant, parce qu'on sait très bien que si l'aidant est épuisé, ben, il ne pourra plus tenir sa place d'aidant. Essayer de faire vite. Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Dalmonti. J'ai l'impression que vous parlez, mais on ne vous entend pas. Et très, très rapidement, en ce qui concerne la DAC, vous m'entendez plus. Presque. Que c'est. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez Oui. plus. Oui. On vous entend là, ça y Entendez? est. Oui. C'est comment? On vous entend bien. Parlez, on vous entend. Vous m'entendez là? Oui. Ah, super. Bon. Donc, malheureusement, j'allais vous dire que nous n'avons pas de collaboration spécifique. Pas de collaboration spécifique avec la DAC. Et c'est un travail de notre association à l'échelle nationale, justement, pour que l'on puisse développer cette collaboration, mais pas le cas à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que les filles, vous aviez relevé des questions qu'on n'a pas abordées? On arrive quasi à l'heure. Alors, je vais me permettre peut-être juste de répondre à la dernière question. Donc, effectivement, les diapositives seront disponibles ainsi qu'un replay qui sera mis à votre disposition sur le site internet du réseau prochainement. Et j'en ai profité pour rajouter 2 référentiels AFSOS qui ont été travaillés. Il y a un groupe de travail social qui fonctionne beaucoup. Et voilà, on a 2 référentiels en particulier sur la place des proches aidants, sur le cancer et le travail, qui abordent aussi ces questions-là, si vous voulez aller plus loin. Et merci à tous ceux qui ont participé. Oui, il est 14 heures, c'est l'heure de se quitter. Merci à vous, Christine, pour la modération, à nos intervenants pour ces échanges de qualité. Donc, comme je vous le disais, les présentations et l'enregistrement sous forme de replay sera prochainement disponible. Je vous souhaite une bonne après-midi.
à tous, avec tous nos remerciements. Merci à vous. Bonne continuation, au revoir. Merci à vous.